Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima. Je suis votre hôte du Hardy Chaima podcast. Bienvenue. Je suis très content d'être de retour parce que si vous avez remarqué, on a pris 2 mois sabbatiques. Ouais, 2 mois sabbatiques où on n'a pas eu de nouvel épisode. Je devais déménager. Comme vous le savez, je vis à Dallas. Je devais déménager et faire de petites transitions ici et là. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes ici. Nous sommes de retour. Et j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien, comme d'habitude. Cet épisode sera différent parce qu'il n'a pas vraiment de thème. Mais je dirais que cet épisode va plutôt se définir comme mon regard. Mon regard sur la vie, mon regard sur le monde en tant qu'Africain. Oui, parce que avant que je sois Hardy, avant que je sois quelqu'un qui vive aux États-Unis, je suis africain. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Et par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études ailleurs pour avoir de meilleures opportunités. C'est ce que je pensais. Mais mon regard vers le monde n'a jamais été dirigé pour que je puisse être prospère, mais pour que je rende toujours les autres prospères. Pourquoi ? Parce que dès le jeune âge, j'ai appris à détester mon histoire et l'histoire de mes ancêtres. Vous allez me dire, mais Hardy, tu es un peu cru là. Pourquoi tu me parles de détester ta vie et celui de tes ancêtres? Je vais être clair avec vous. Je me rappelle quand j'étais au CM1, CM2, je lisais mon livre d'histoire. Et à l'époque, quand j'étais encore au primaire, on ouvrait le livre d'histoire et le professeur nous parle, nous explique en fait ce qu'il y a dans le livre d'histoire. Et dans mon livre d'histoire, on parlait de la colonisation et on parlait de l'esclavage. C'est à ce à quoi mon livre d'histoire commençait. L'esclavage et la colonisation. Et si vous êtes un jeune esprit et que l'on vous dit que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont été esclavagisés, ont été colonisés, comment allez-vous le prendre ? Et ce livre d'histoire n'a pas pris la peine de nous raconter l'histoire avant la colonisation, avant l'esclavage. Pourquoi ? Parce que ce livre d'histoire avait été publié chez celui qui nous a colonisés. Donc, j'apprenais mon histoire à travers les yeux de celui qui nous a colonisés. Donc, si j'apprends l'histoire à travers les yeux de celui qui nous a colonisés, je solidifie son point de vue de l'histoire à travers mon existence. C'est-à-dire que je vais me comporter comme un colonisé dès le bas âge. Pourquoi je le dis ? Lorsque l'on me montre des esclaves, lorsque l'on me montre des gens, on porte un Européen avec un tipois. Tipois, c'est quoi ? C'est un genre de chaise que quatre Africains transportent et l'Européen est là à l'aise assis sur ça et on le transporte d'un point A à un point B. Lorsque l'on me montre ça, inconsciemment,
j'envie, je répète, inconsciemment, j'envie la vie de celui qui nous colonise. Pourquoi? Parce que la vie de celui qui nous colonise est une vie qui est bien à l'aise. Là, nous sommes encore dans la théorie, nous ne sommes pas encore dans la pratique. Et tout cela se passe dans mon subconscient. Ramenons-nous dans notre conscience. Je me rappelle, je me baladais dans un magasin de la place. Je me baladais dans un magasin de la place avec ma mère et ma soeur. On prenait le taxi. Et je vois un couple européen avec une voiture, avec des enfants, etc., etc. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi nous n'avons pas de voiture? Pourquoi nous n'avons pas de beaux habits comme eux? Mais après, cette idée me sort de l'esprit. Un week-end, mon père m'invite dans un immeuble de la place. C'est l'anniversaire d'un petit Européen qui est en fait le fils du patron de mon père. Donc on y arrive et je vois un très bel immeuble, un très bel appartement, des cerises, des gâteaux que j'ai jamais mangés, que j'ai jamais goûtés, des petits Européens qui courent ici et là. Et je suis parmi les 2-3 noirs qu'on a invités. Et je ne sais pas comment je me sens. Parce que je me dis, waouh, c'est différent. C'est propre, c'est beau. C'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Et je ne me sens pas à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise et je commence à développer un état d'infériorité. Et quand je développe cet état d'infériorité, ce n'est pas consciemment, c'est inconsciemment. C'est-à-dire que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la réalité, l'Européen est toujours à l'aise. Il a toujours les meilleures choses. Et pour moi, c'est suspect. Mais on va laisser ça comme ça. Donc je regarde la télévision. Pour la majorité des Africains, nous avons grandi avec Canal+. Canal+, et Canal+, TF1, etc., etc. Et dans ces chaînes-là, qu'est-ce que l'on montre? On montre l'Europe, on montre l'Amérique. Et ce que je remarque, c'est que les États-Unis sont très bien construits. C'est joli. Les gens ont l'air d'être heureux. Même chose en France. Et moi, chez moi, je suis dans un ghetto. Je mets ça en griffe. Ghetto. Je salue tout le monde qui ont grandi du côté de Bellevue 2. Respect à vous. Ou, là où je vis, on jette la poubelle derrière. Il y a les rats, il y a les moustiques, il y a les coupures d'électricité ici et là. L'eau, on n'a pas de l'eau courante dans la maison. Je dois aller prendre l'eau chez le voisin. Chaque soir, je dois remplir des bassines. Il y a des eaux usées qui passent devant la maison. Et pourtant, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Mon père travaille. Mon voisin travaille. Mais, malgré ce travail, on n'arrive pas à vivre. Enfin, pas on. Malgré ce travail, je n'arrive pas à retrouver la qualité de vie que je retrouve chez ce petit Européen où je suis parti fêter son anniversaire. Ces gens que je vois à la télévision, sur Canal+, sur TF1, où ils sont toujours à l'aise, bien habillés, etc., etc.
Et je commence à développer une envie. Moi aussi, je veux vivre comme ça. J'ai envie de vivre comme ça. J'ai envie d'être à l'aise. J'ai envie de m'acheter une maison digne de ça. J'ai envie de mettre mes parents à l'aise. J'ai envie de vivre bien. Et je me dis, le seul endroit où je peux vivre comme ça, c'est pas chez moi, mais c'est chez les autres, en Amérique, en Europe. Et c'est la guerre de ces images que l'on matraque l'enfant depuis le CM1, le C2, jusqu'à ce qu'il grandit. C'est la guerre de ces images qui fait en sorte que l'Africain qui est jeune pense que la solution est en Europe, la solution est en Amérique. Ce n'est pas par hasard que l'Africain pense ça. On a programmé un environnement, on a programmé une économie où l'Africain, le noir, n'en profite pas. L'Africain, le noir, ne profite pas de l'économie qu'on appelle le capitalisme. Le capitalisme, la première fois que j'ai entendu ce mot, j'étais en 6e. J'entendais le journal télévisé local, le présentateur, il parle du capitalisme. Je disais, le capitalisme, c'est quoi? Et je me posais cette question parce que je n'ai jamais entendu parler de ce mot capitalisme, à part à la télévision et au journal. Mes parents ne parlaient pas de ça, mes professeurs ne parlaient pas de ça, mes amis ne parlaient pas de ça. Et pourtant, c'est à cause de ce capitalisme, que l'esclavage, la colonisation et l'appauvrissement des Noirs dans ce monde a été opéré. Tu vas me dire, Hardy, tu vas un peu trop loin là, tu me racontes quoi? Comment tu veux toujours accuser les gens? Pourquoi tu veux toujours accuser les Européens? En fait, on doit travailler. Laissez-moi en venir. Laissez-moi, j'arrive. J'arrive parce que moi, quand je pars toujours avec des sources. Je ne parle pas avec les ondits. Mes sources sont factuelles, sont examinées. Si vous regardez ma table en ce moment, j'ai 7 livres. Si vous regardez mon application où j'écoute les livres, j'ai près de 300 livres que j'écoute ici et là. Et la moitié de part de l'économie et la place du noir dans le monde. Pourquoi? Parce que je suis aux États-Unis et je me rends compte que le noir ici aux États-Unis, c'est vrai, comparé aux conditions de vie, en Afrique, le noir ici aux États-Unis, il est mieux. Mais sa condition est pire que les descendants d'Européens qui sont ici aux États-Unis. Pourquoi? Je vous donne une statistique. Parce que dans la vie, il faut partir avec les statistiques. Il faut qu'on apprenne à élaborer un sujet. Il faut qu'on apprenne à analyser des constats à l'aide des statistiques et des sources. On ne fait pas dans de l'émotion. On a trop fait dans l'émotion. Et les émotions nous ont perdus. Nous devons maintenant adopter un esprit scientifique. Dédicace au lycée scientifique, j'ai fait mes classes là-bas. On doit aborder les choses de manière scientifique si on veut évoluer dans ce monde physique. Parce que la science, c'est quoi? La science, c'est la maîtrise de la nature. Et les peuples qui ont su maîtriser la nature ont su développer des techniques qui améliorent leur vie sur Terre. AI, exemple, la technologie, la médecine, les télécommunications, etc., etc. Mais je ne veux pas m'éloigner. Revenons. Les Noirs, descendants d'esclaves aux États-Unis, durant
la période Jim Crow. Jim Crow, c'est une période de ségrégation où, d'après la Constitution, ou d'après les lois établies aux États-Unis, où les Noirs et les Blancs vivaient séparés, mais égaux. Mais nous allons remarquer que durant cette période-là, la fortune d'une famille noire américaine était 50% moins que celle d'une famille blanche. Je parle bien à l'époque de Jim Crow. Jim Crow, c'était dans les années 30. Donc, dans les années 30, 1925-1930, la fortune d'une famille moyenne noire américaine était 50% moins que celle des Blancs. En 2011, plusieurs années après, en 2011, cette fortune ne s'est que levée qu'à 59%. Donc, après l'abolition de Jim Crow, après le combat des droits civiques avec Martin Luther King, la fortune moyenne d'une famille noire aux États-Unis n'a augmenté que de 9%. Mais pour l'Africain ne voit pas ça. L'Africain voit Will Smith, l'Africain voit 50 Cent, l'Africain voit les basketteurs. Et pour l'Africain, le noir qui vit en Europe, le noir qui vit aux États-Unis vit mieux que lui. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les acteurs, les chanteurs, les sportifs représentent moins de 1% de la population noire américaine. Donc ça veut dire que 99,00% ne vivent pas la vie que ces médias nous montrent. 99% des Noirs américains n'ont pas la fortune de 50 Cent, n'ont pas la fortune de Nelly, n'ont pas la fortune des rappeurs, n'ont pas la fortune des basketteurs. Mais les médias nous montrent cela pour nous blaguer. Je voudrais dire mentir. Non, pour nous blaguer, pour nous faire comprendre que le noir aux États-Unis a évolué. Si toi tu n'évolues pas, en fait, c'est parce que tu es paresseux. Si toi tu n'évolues pas, en fait, c'est parce que tu ne veux pas t'en sortir. Parce que lorsque nous sommes dans un système, nous devons montrer un exemple, un contre-exemple par rapport à ce que d'autres vivent. C'est-à-dire quoi? Si on a 10 Africains qui souffrent, on a juste montré un Africain qui ne souffre pas et dire que mais voilà, cet Africain ne souffre pas, donc en fait le système est bien. Mais dans le même système, on montre 7 Européens ou descendants d'Européens qui vivent bien et 2 qui ne s'en sortent pas. Mais on dit, mais voilà, c'est pas tous les Européens qui ont l'argent, mais voilà les 2%, les 2 personnes qui n'ont pas l'argent, voilà, c'est pas tout le monde qui a l'argent. Mais il y a une différence de statistiques où dans le système, la majorité d'Européens et descendants d'Européens vivent bien comparé à la majorité d'Africains. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il y a un problème dans ce système. Et tant que l'on n'adresse pas ce problème dans ce système, nous serons perdus parce que nous ne savons pas sur quoi nous battre. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour que nous puissions comprendre que notre combat, c'est pas contre les esprits, c'est pas contre les petites, bien contre les grands-parents. Non, notre combat, c'est contre ce système économique qui nous a assujettis. Ce système économique qui ne nous a pas considérés. C'est ce combat-là qu'on doit mener. Si on ne mène pas ce combat économique, nous n'allons jamais nous en sortir. Parce que ce combat, il est économique. Lorsque je
chez ce petit Européen, quelle est la différence entre lui et moi? Il peut s'offrir des choses que je ne peux pas m'offrir. Donc, il est économiquement un peu plus élevé que moi. Mais pourquoi il est économiquement plus élevé que moi? Parce que ses arrière-grands-parents, même pas ses arrière-grands-parents, parce que ce n'est pas vraiment lui, mais c'est le système que des gens comme lui ont créé, qui a fait en sorte que ses descendants, les descendants d'Européens, soient plus à l'aise que nous. Vous allez me dire, non, Hardy, ce que tu me racontes, c'est des conneries. Ok, c'est des conneries. Je vais prendre un autre exemple. Je vais le mettre sur ma description. L'exemple de la Martinique. Je ne sais pas si c'est la Martinique. Oui, l'exemple de la Martinique avec les BT. Les BT, ce sont les descendants d'esclavagistes. J'ai suivi le documentaire sur YouTube que je vais mettre dans la description. Vous allez suivre ça de vous-même et vous allez comprendre ce qui se passe. Les BT, lorsque vous regardez la Martinique, je ne sais pas, c'est entre la Martinique et un autre pays d'outre-mer, mais je pense que c'est la Martinique. Les BT, ils sont les maîtres des grandes industries en Martinique. Ils ont les supermarchés, ils ont les plantations, ils détiennent tous les secteurs clés économiques de la Martinique. Maintenant, on se pose la question, comment ils ont fait pour le faire? Parce que leurs grands-parents ont été esclavagistes, leurs grands-parents ont créé un système économique qui les avantage eux et qui assujettit les autres. Et je regardais, les employés étaient tous noirs, descendants d'esclaves, ils étaient tous noirs et ils faisaient la grève. Ils faisaient la grève parce que leur salaire était trop petit et je crois, et les produits étaient devenus plus chers. Oui. Et ces BT, qui sont des descendants d'esclavagistes, ont créé leur supermarché et les prix des produits vendus dans ce supermarché sont 5 à 10% plus chers que les mêmes produits qui sont venus à la métropole qui est Paris, France. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont la monopolie. Ils ont la monopolie de distribution, ils ont la monopolie de production. Donc ils décident comment ils vont payer leurs employés et combien ils vont vendre leurs produits. Et personne ne dit rien. Pour tout le monde, c'est naturel, c'est compréhensif. Mais cet avantage des BT, il a été donné par quoi? Par l'histoire. Est-ce que dans ce cas, vous allez dire, ouais, il faut juste travailler. Mais tu vas travailler avec quoi? Tu vas travailler avec quoi si dans un système, tu es né pauvre? Tu vas travailler avec quoi? Il te faut un système qui te permet de te soulever. C'est pourquoi les gens viennent aux États-Unis. Pourquoi? Parce que malgré ce que j'ai dit par rapport aux Noirs américains, les États-Unis, c'est un pays où si tu as l'idée, tu montres un peu de persévérance, tu vas trouver les fonds nécessaires pour commencer ta compagnie. Parce que eux, les Américains, ils sont plus concentrés sur le profit que sur la couleur de ta peau. Si tu es intelligent, bien sûr, si tu es intelligent et innovateur, ils vont se dire, ce petit intelligent et innovateur, donnons-lui de la chance. Mais ce n'est pas le cas chez les autres. Donc lorsque l'homme me dit, oui, Hardy, on doit se battre avec quelles armes? Parce que l'arme aujourd'hui, c'est l'argent. On parle de capitalisme, mais le capitalisme n'existe pas sans crédit. Le crédit est un élément moteur qui permet de multiplier le capital. Dans quel pays africain on te donne le crédit? On donne le crédit qu'aux riches. Mais les riches, c'est quoi? Moins de 1% de la population.
Mais on parle de développement. On développe qui? On développe les plus riches et on laisse la majorité de la population. Souvent, j'entends parler du taux de chômage. Je dis que, souvent quand je lis Jeune Afrique et tout, Jeune Afrique et dans d'autres revues économiques, ils disent que le taux de chômage c'est de 30%. Je dis c'est faux. Le taux de chômage chez les jeunes c'est au moins 80%. Parce que la majorité des jeunes avec qui j'ai fait l'école n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. Le taux de chômage chez les jeunes est au moins de 60 à 80%. Faut pas qu'on se mente. Les jeunes ont du mal à trouver de boulot. Et les jeunes qui sont formés ont du mal à trouver des boulots dans les industries dans lesquelles ils se sont formés. Faut pas qu'on se mente. Et il y a des gens qui profitent de cette situation-là. Ils te demandent de payer 1, 2, 3, 4 millions pour une formation. Et à la fin, quand tu finis cette formation, tu n'as même pas de boulot. Aujourd'hui, travailler en Afrique est un luxe. Mais comment voulez-vous qu'un pays se développe si la majorité de la population ne travaille pas? Qu'est-ce que fait les gouvernements pour pouvoir combattre le taux de chômage? Parce que la productivité d'un pays révèle la productivité de ses citoyens. Et être productif, c'est quoi? C'est de travailler, c'est de faire quelque chose qui est, l'américain va dire valuable. C'est de produire quelque chose de valeur que le pays peut vendre ou échanger sur le marché international. Tout ce que je dis ici, c'est du charabia pour nous. C'est du charabia, c'est du n'importe quoi tout ce que je dis. Parce que quand on n'a pas mis notre focus, notre concentration sur le citoyen, comment rendre notre citoyen comment rendre notre citoyen, j'ai oublié le mot en français. Il faut que nos citoyens africains soient employés. Il faut que nous investissions dans les idées de nos citoyens africains pour que nous puissions un jour être comme la Chine, être comme l'Europe ou l'Asie. Et le modèle que l'on devrait utiliser, c'est le modèle chinois. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez une compagnie en Chine et que vous êtes chinois, le gouvernement chinois vous donne de l'argent. Si vous savez ce que vous faites. Aujourd'hui, BYD, BYD. Essayez de Google ce nom. BYD Cars. C'est une compagnie de voitures électriques chinoise qui aujourd'hui dépasse Tesla. Je dis bien, aujourd'hui dépasse Tesla. Et ils veulent rentrer dans le marché européen et américain. Et s'ils rentrent dans le marché américain, Tesla va se retrouver au banc. Parce que BYD développe des voitures avancées qui sont moins chères. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois investit dans ses têtes. Le créateur de BYD, c'est une personne. Il a d'abord commencé à vendre les batteries et ensuite il s'est converti dans la création de voitures. Et le gouvernement a investi 4 milliards de dollars dans sa compagnie pour l'aider. Combien de millions nos gouvernements ont investi dans les idées de ses citoyens? Aucun. On ne peut pas évoluer en prenant de la dette. On ne peut pas évoluer en construisant des stades pour amuser la galerie. Le monde est une compétition et nous devons nous équiper pour compétir.
Voilà, c'était la fin de la première partie, qui est en fait mon regard sur le monde en tant qu'Africain, un renouveau africain qui met l'Africain au centre du développement. C'est l'Africain qui doit développer et non les stades et non des, euh, des buildings qui sont construits avec l'aide de la dette. Non, nous devons investir dans nos jeunes, nous devons investir dans les idées des jeunes, nous devons faire travailler les jeunes parce que c'est la productivité de l'Africain qui fait la différence. Et aujourd'hui, en 2024, nous devons montrer notre productivité ensemble. Allez, je vous remercie et on se voit la semaine prochaine pour la deuxième partie. Allez.